Cette émission vous est présentée par Decathlon. Défense versus attaque, qui gagne vraiment les titres ? Vraiment, c'est le mot important Vraiment ? de ce titre. Vraiment. Vraiment, on s'installe tranquillou. C'est lundi, tout à fait. Comment on dit dans l'autre langue ? On dit It is Monday, the best day of the week. Yes sir. Celui-là même. Le jour de grâce, le premier de la semaine, comment ça va Alex ? Bon, ça va bien, impeccable. Comme tous les lundis en fait. Hein. Souvent le lundi t'as la pêche quoi. Tu te réveilles, t'es là, t'as la pêche. T'es content. On est content, toujours. Ouais. De se retrouver notamment tous les lundis midi sur votre chaîne YouTube préférée. Léon, c'est Alex et Luby. On espère que vous allez bien avec toute l'équipe de Trash Talk aussi, que vous avez passé un super week-end. Et donc, rendez-vous classique de cette saison 23-24 sur la chaîne YouTube de Trash Talk, la grosse question. On a déjà posé plein de grosses questions. Merci comme d'hab et cœur aux copains et copines qui envoient des commentaires pour suggérer des sujets, mais aussi pour donner leurs avis. Moi, je me régale toutes les semaines. La question de la semaine dernière sur les reconstructions, là, ça a généré pas mal de tech. Hein, t'as beaucoup de GM en herbe dans les commentaires. Non, mais c'est hyper intéressant. Tout le monde est GM. Moi, j'ai lu des commentaires, j'étais là genre, ouais, pas con, j'aime bien. Avec le commentaire d'en dessous qui dit n'importe quoi. T'es complètement con. Mais n'importe quoi. Ah, je crois qu'il y a divergence d'opinion juste ici. Ah. Donc, non, mais voilà, bon petit sujet. Tout à fait, continuons à échanger là-dessus puisque c'est l'objectif de cette saison 23-24 avec la grosse question, c'est sortir un petit peu des classements qu'on a pu faire, peut-être qu'ils reviendront si vous êtes sages, mais aussi de faire des triples-doubles, des back-to-back, etc. On respire un peu, on se pose des grosses questions, on a parlé d'arbitrage aussi, on a parlé de main chaude. On a parlé de main chaude, on a parlé de spacing, on a parlé de leadership. De coach. Voilà, on a parlé de coach, tout à fait. Oui. Plein de sujets, moi j'ai eu des suggestions de fous furieux et tout en MP carrément, genre parler de la drogue et tout. Ah, le dopage, la drogue et le dopage, ça pourrait faire une grosse question. Hein. Et je sais qu'il y aurait des potentiels intervenants. Est-ce qu'il y a du dopage ou pas ? Oui ou non ? Moi je suis pas sûr. Ouais, ça pourrait. Hein. Tout à fait. En tout cas aujourd'hui, c'est sûr et certain, on va se poser sur cette grosse question. Défense versus attaque, qui gagne vraiment les titres ? Quoi ? Ça veut dire quoi ? Eh bien tout ça on l'expliquera évidemment dans la définition. Pour commencer on fera une grosse définition, ensuite on fera un petit contexte. On fera un gros contexte même. Un gros contexte, tout à fait, histoire de positionner les choses. Après on fera une tentative de grosse réponse. La grosse réponse, parce que je sais qu'il y en a déjà qui sont débarqués là et qui ont fait mais oh, Jordan il l'a dit, Defense Win Championship les gars. Jordan il l'a dit, ouais. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il a dit vrai ? Est-ce que les statistiques des Bulls de Jordan sont dans le sens de ce qu'a dit Jordan ? Est-ce que l'histoire du sport va dans le sens du GOAT ? Ça, c'est une autre question. Et ça, on pourra y répondre. Le GOAT. Tout à fait. Bah, attention, parce qu'il y a du monde dans la conversation. On regarde un peu ce qui se dit ces derniers temps. Il y a du monde dans la conversation. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va commencer évidemment avec les classiques. Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est le lundi. Et donc, tous les lundis, on se retrouve avec les copains de Decathlon. Ils sont dans la Descro. Decathlon, marque française qui fait des jolis produits à l'effigie de certaines franchises NBA. Bastien a le classique hoodie lifestyle avec logo NBA et la chaussure aux couleurs des Spurs comme vous avez pu reconnaître. Il y a du Heat, il y a du Lakers, il y a du Knicks, il y a du Warriors, il y a du Bulls. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais plus, moi. Je crois qu'il y a du Nets aussi. Ouais. Enfin, il y a pas mal de franchises représentées, que ce soit en chaussures, en lifestyle, ou les deux, ou en manchon sur les bras, en 3/4 pour mettre sous le short et tout. Enfin bref, Decathlon développe de plus en plus sa gamme de produits pour jouer au basket, donc à l'effigie de la NBA, ou des produits lifestyle juste pour, pour avoir le meilleur style possible en ville. Ou en soirée, exactement. Où vous voulez, au village, comme vous voulez. Exactement, et en confort, toujours. Donc n'hésitez pas à foncer dans la Descro, les copains de Decathlon sont avec nous. Faites-vous plaisir sur leur gamme de produits lifestyle ou performance, comme on le dit bien évidemment dans le jargon. C'est bien. Je la remets dans le décor, comme ça on est tranquille. Elle est belle la Spurs, moi je trouve que ça fait vraiment le temps. Défense versus attaque, une chaussure Spurs peut être dans le thème. Peut-être qu'on reparlera de cette franchise tout au long de cette émission. Le lundi, c'est aussi l'occasion de passer un moment ensemble, fourchette, couteau, assiette, serviette. Qu'est-ce qu'on mange ? Tiens, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que j'avais en tête tout à l'heure ? Ah oui. Petite salade de poulpe. Ça c'est bon. Ça plaît pas à tout le monde. Non mais c'est bien. Moi je fais mariner un peu des pâtes de poulpe dans de l'huile d'olive avec parfois des petits légumes, genre
ce qui passe sous la main, ce qui est de saison, tu vois, hein, voilà. Parce Donc, que en les ce poulpes, moment- ça peut être un peu toutes les saisons. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu plus avec les légumes d'été quand même. Et puis t'as deux méthodes après derrière. Hein. T'as ceux qui mangent ça comme ça, Ouais. et t'as ceux qui les font un petit peu griller à la plancha. Mmh. Ça marche très bien également. Toi, Pourquoi t'es pas sur avec les des deux pâtes. écoles, toi, un peu Bah moi, ça dépend si c'est en entrée ou si c'est en plat. Moi, dans les deux cas, je suis content en fait. Hein. Voilà. Mais la salade de poulpe en elle-même, c'est plus une entrée. C'est plus froid, c'est très très bon. Si vous n'avez pas testé, foncez bien évidemment, c'est un classique. Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Moi, je vais me faire des petites pommes de terre vapeur, un petit peu de ciboulette et un peu de jambon. Parce que... Jambon, pommes de terre, jambon. ciboulette. Ouais. Et j'ai une patate douce aussi, j'aime bien. D'accord. Ouais. Et puis une bonne huile d'olive. J'ai découvert l'huile d'olive, mais ça je vous l'ai déjà dit. Je crois. Ouais. La parfumerie que tu m'avais montré la dernière fois. Ouais. Là, c'est sage, c'est un jour on vous montrera. Pas de taille pour Billy, voilà. Hein. Dites-nous ce que vous mangez. Bien évidemment, c'est important de se retrouver. Que vous soyez sur le trône, dans les transports, au boulot, ou tout simplement posé chez vous. On est en C'est train de l'heure faire la donc- vaisselle. Ouais, vaisselle, team sport. Il y en a aussi qui font des pompes et des tractions, comme dirait l'autre. Vaisselle, de ceux qui donnent le biberon aussi. On va pouvoir se poser sur la grosse question en espérant que vous allez très très bien. Défense versus attaque. Il y a plein de gens qui suivent la NBA avec nous, soit depuis pas très longtemps, soit depuis longtemps. À chaque fois qu'on fait des apéros, on est là, rating offensif, rating défensif et tout. Moi j'ai très hâte de parler de cette grosse question. On commence par une grosse définition ou pas? Ouais. La grosse définition. Qu'est-ce qu'on a à définir? Parce qu'on va pas commencer à définir attaque et défense, ça serait un peu faire offense aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Bah oui. Peut-être gagner des titres. On l'a déjà défini dans d'autres, dans le leadership, dans tout ça, même dans les reconstructions et tout. Bon voilà. Là, on entend par gagner des titres, c'est très clair dans l'énoncé. On n'entend pas juste gagner des matchs. C'est aller au bout. La bagouze. Non mais voilà. Pas des titres individuels. Puisque le dicton, hein, c'est l'attaque gagne des matchs et la défense gagne des titres. C'est le fameux, tout à fait. C'est vrai. Tout à fait, exactement. C'est important même dans la définition d'en parler, puisque c'est cette fameuse phrase qui avait été coinée un petit peu par Michel Jourdain dans les années 90, et d'autres qui l'ont récupérée pour se dire, oui, mais quand même, tout ça. Vous pouvez vous faire le speech du Hall of Fame hein, de Michael Jordan, qui disait, voilà, pareil, que ce soit avec ma présence ou celle d'une grosse défense, il faut faire attention. Et donc c'est vrai que, bon, on va pas non plus dire c'est quoi une attaque, c'est quoi une défense, mais comment on jauge une bonne attaque et comment on jauge une bonne défense, je trouvais ça intéressant d'en discuter. Je te parlais en off parce que on a des outils qui nous permettent de faire un peu un raccourci avec des ratings. On a des outils statistiques, on a des ratings globaux collectifs, on a aussi nos yeux pour regarder des matchs entiers ou par bout ou juste des money time et tout et se rendre compte que tu as des matchs serrés où les mecs ont beau bien défendre, Kevin Durant, hop, clac, hop, ficelle, match gagné. Merci d'avoir bien défendu. Voilà, Jordan l'a fait plusieurs fois aussi, hein, les types défendaient bien, mais malheureusement, voilà. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une émission complète là-dessus qui s'appelle High Test versus Statistique. Tout à fait. On a aussi des spécimens de joueurs extrêmement dominants offensivement pendant toute la régulière, voire parfois jusqu'au premier ou deuxième tour de play-off. Et puis à un moment, quand les défenses s'adaptent, on a des joueurs ou des équipes, parce que c'est rarement le joueur tout seul, des fois c'est toute l'implication des joueurs autour également, mais qui n'y arrivent plus. Donc là, on a souvent tendance à dire attends, là, la défense les a annihilés et tout. On a des équipes offensives et des joueurs offensifs qui trouvent toujours la solution et qui arrivent du coup à porter leurs équipes très très loin. Je pense par exemple, les champions de l'année dernière, on en reparlera, yes. Mais Denver, moi je les qualifierais pas d'équipe défensive. Ça veut pas dire qu'ils avaient pas une bonne défense, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ils avaient des ratings défensifs assez average en régulière qu'ils ont bien amélioré pendant les playoffs, mais pour moi, c'est avant tout une équipe qui, sur sa base offensive, a toujours réussi à trouver la faiblesse de l'adversaire et à appuyer là où ça fait mal. Je vois ce que tu veux dire, je suis quasiment d'accord. Là où j'atténuerai un tout petit peu, c'est que c'est une équipe défensive, mais dont la spécialité n'est pas la défense. Enfin, entre guillemets, par rapport à ce que tu disais là, c'est une équipe qui pour moi était capable d'être défensive. Oui. Ce que tu disais, les Nuggets n'étaient pas défensifs. Moi je pense qu'ils sont capables d'être défensifs, oui. Mais que c'est une équipe dont l'arme numéro 1 était quand même une excellente attaque. Voilà. C'était dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Qu'on va essayer, c'est un peu pour ça qu'on met ça dans le passage sur les définitions, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de traiter le sujet du jour, défense versus attaque, parce que
on va se rendre compte assez rapidement que sans une grosse défense, c'est difficile de faire grand-chose. Mais on va se rendre compte assez rapidement également que sans une vraie bonne attaque, et n'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas. Compliqué aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne dans laquelle on vous dit que c'est très difficile de remporter un titre si tu ne mets pas plus de paniers que l'adversaire. Non, mais c'est ça. Mais c'est complètement ça en fait. Tu peux pas. Donc, tu peux avoir une jusqu'à très bonne quel point défense. la défense, c'est vraiment ça qui te fait passer le cap et qui te fait gagner, ou est-ce que justement on va aller arriver dans le contexte gentiment, mais est-ce que justement on a des équipes qui défensivement étaient bonnes sans être forcément élite, par contre qui ont enfilé des bagues? Tout à fait. Ou déjà une c'est très très bien et puis ensuite, Une c'est très très beau, mais est-ce qu'il y a des tendances? On a peut-être un exemple ou deux d'équipes bonnes défensivement sans être super élite qui ont cassé des bouches grâce à une attaque incroyable. Exactement. Pour finir, moi, à titre perso, dans les petites notes concernant attaque et défense, attention aussi à bien savoir comment on définit, globalement, il n'y a pas une définition, mais comment on définit ensemble pour avancer dans les autres parties, qu'est-ce qu'une bonne attaque et une bonne défense, parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder une équipe faire circuler le ballon, mais pas forcément avoir une excellente attaque. Je vous donne un exemple dans le cadre actuel. Les Spurs sont l'équipe qui fait top 3 de plus grand nombre de passes décisives en NBA cette saison. C'est pas une bonne attaque. Non, c'est pas une bonne attaque. Non mais tu vois, je veux dire, c'est important de se dire aussi, tu peux avoir le meilleur mouvement de ballon du siècle, une bonne attaque, c'est aussi, selon nous, tu me dis de ce que tu as toi en tête, mais j'ai l'impression qu'une bonne attaque, c'est la capacité évidemment à bien exécuter, à avoir des armes offensives létales individuellement si besoin, capacité à varier, agressivité à cercle, shoot, etc. Donc c'est avoir une attaque complète en fait. Et avoir une bonne défense, c'est avoir la possibilité de répondre à un peu tous les types d'attaques. Donc il faut avoir des grosses individualités défensives capables d'aller faire de la défense en individuel ou au moins en premier rideau sur n'importe quel type de gros joueur offensif. Une intelligence défensive collective. On voit en ce moment, Joel Embiid dans NBA, en ce moment, personne n'arrive trop à le tenir. Personne. Compliqué. Personne n'arrive à l'empêcher de scorer. Est-ce que pour autant, ces Sixers qui ont donc une arme offensive absolument hallucinante, est-ce que pour autant ces Sixers ont tout ce qu'il faut pour aller au bout cette année? Peut-être. Bastien dit oui. Mais peut-être que les playoffs ou la fin de régulière vont nous montrer autrement. Ils ont des armes. Après, on va le voir dans cette émission que il y a plein de choses que tu peux faire d'octobre à avril. Ça peut être aussi très différent d'avril à juin. C'est vrai. On est bon sur la définition? Ouais, on va contextualiser tout ça. Le gros contexte, nous sommes en l'an de grâce 2024, si vous n'avez pas mis votre réveil ou que vous avez une très très grosse cuite. Là vraiment ça commence à faire long. En an 2024 Alex, et si on reprend le contexte là récent, c'est marrant parce que les deux derniers champions, on a deux profils très différents. Quand tu regardes Denver par exemple, dont tu parlais à l'instant, équipe avec une force offensive très impressionnante, capable de mettre le verrou. L'année précédente, Golden State, équipe qui est quand même capable de mettre des sacrés verrous et qui, occasionnellement, peut te mettre des sacrés coups de chaud offensifs. Disons que Golden State, en 2022, c'est un exemple assez intéressant parce qu'on a toujours tendance à... et assez symbolique aussi de ce qu'ont fait les Warriors lors de leur dynastie. Mais en 2022, vraiment, on est au bout du truc. En régulière, ils ont la meilleure défense de la ligue. Et pas du tout la meilleure attaque. Genre, c'est average en attaque. C'est genre 15e ou 16e rating offensif. Alors 17e. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, donc c'est vraiment average. En plus, ensuite, en playoff, ils ont réussi à améliorer tout ça. D'ailleurs, les Nuggets, en 2023, donc le dernier champion, ils ont une défense average en régulière, ils ont une excellente attaque, ils ont une top 5 attaque. En playoff, ils ont tout simplement le meilleur rating offensif et ils ont le 3e rating défensif de tous les playoffs. Ce qui veut dire qu'en gros, un des éléments qui a fait que les Nuggets ont réussi à être champions, c'est qu'ils ont réussi à step up défensivement. Donc ça tendrait, juste ces deux exemples-là, parce qu'on va en faire plein d'autres, mais ça peut tendre à montrer que la défense les a fait gagner le titre. Tout à fait. On vit tous dans cette génération post-Jordan, post-décennie 90 où il y a eu 6 titres en 8 ans. On se dit OMG, c'est qui la prochaine franchise ou le prochain mégalodon qui va pouvoir autant écraser la ligue, avec cette phrase dont on parlait au tout début d'émission qui est l'attaque gagne des matchs et la défense
gagne des titres. Alex, cette phrase, elle est importante parce que on avait pu l'entendre précédemment avec d'autres garçons. Jordan, il n'a pas créé le basketball. On a eu quand même des Celtics de Bill Russell, on a eu le Showtime de Magic et de Kareem Abdul-Jabbar. C'était un petit peu la phrase de Jojo. J'ai l'impression qu'elle a quand même établi une sorte de paramètre, quoi qu'il arrive, et nous, on est impacté par ça dans la façon dont on fait nos vidéos. On avait même fait une vidéo, c'est quoi la recette du titre ? Ouais. C'est, bon, bah, à en croire Jordan et les statistiques récentes, pas de défense, au revoir, quoi. Alors, pas de défense, oui, au revoir. Oui, mais pas d'attaque, au revoir. Honnêtement, des équipes vraiment pas ouf en attaque et qui étaient juste des équipes très défensives qui ont gagné le titre, il y a quoi ? Les Pistons de 2004 ? Il y a qui d'autre sinon ? Trouvez, il y en a, j'ai pas tous les chiffres. Les Pistons de 2004, je vais aller checker leur Je vais aller checker parce que moi en fait le qui y aurait ? Bah en fait le souci là où, lorsqu'il est l'heure de jauger, c'est que on en parlera après dans la tentative de grosse réponse, mais j'ai aussi l'impression qu'on jauge pas mal des franchises sur des ratings et sur des stats qui sont classés de octobre à avril. Donc on dit genre, voilà, ok, une tendance. Cette équipe n'était pas une équipe très très bonne en attaque parce qu'elle n'a pas très très bien attaqué de temps à temps. Sauf que déjà c'est un peu erroné parce que c'est pas faux. Tu peux être très très mauvais en octobre mais être sur une montée graduelle et ça se trouve en mars t'atteignais ton pic offensif, donc du coup la stat globale elle est moyenne, médiane, mais elle est faussée. Tout à fait. Parce qu'après en playoff tu peux être sur une très très bonne tendance. C'est vrai. Mais donc les Pistons de 2004 viennent souvent à l'esprit parce qu'on se dit waouh, les mecs il fallait essayer de mettre 70 points à cette franchise. Ouais. Mais quelque part si on s'arrête à là, prenons à ce moment-là les Lakers de 2001. Oui. Qui sont en tongue, si je peux me permettre, de octobre à avril. Oui. Je crois que c'est genre la 20e défense. Je crois en saison régulière. Ou un truc comme ça. Ouais, 2000-2001 ouais, 21e, là je l'ai sous les yeux. 21e défense. Avec la deuxième meilleure attaque. Avec la deuxième meilleure attaque. Mais en gros, no way, ces ratings-là dont on parle, parce que tu parlais justement de bonne attaque, très bonne défense, ou ouais. Soit très bonne défense et mauvaise attaque, soit très bonne attaque et mauvaise défense. Bah, on peut vite être mené en erreur parce qu'en fait, on ne peut pas se baser uniquement sur des ratings de saison régulière. Non, après, on peut regarder les ratings en play-off. Oui. On peut. Mais c'est différent parce que pour le coup, tu n'affrontes pas toutes les équipes, tu es sur des séries et tout, donc c'est que pareil. 4 adversaires. Hein. Ce sont des ratings à prendre avec des pincettes. 4 adversaires au lieu de 29 le reste de l'année. C'est ça. En revanche, un truc qui est assez intéressant, c'est que par exemple, donc, tu vois les Pistons de 2004. Ouais. Bon. En régulière, ils ont une attaque average, vraiment très average, et 18e rating sur 29 équipes. Ils ont une défense deuxième, bon là, voilà. Ils jouent avec une pace assez lente, c'est pas une surprise, hein, tu vois, voilà. Donc eux, ils ont un peu l'archétype de l'équipe défensive, de grinder, un peu limité offensivement quand même. Là, je vais sortir des stats de playoff, mais clairement un peu limité offensivement quand même. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ce gros scoreur comme ont eu d'autres équipes championnes avant eux. Ils avaient plusieurs joueurs capables de scorer, attention. Oui. Rip Hamilton, Chauncey Billups, Rashid Wallace et tout. Tout le monde défendait le plomb. L'équipe était forte au rebond, forte sur les lignes de passe, forte en défense d'une manière générale. Et c'est basé là-dessus pour outplay l'adversaire défensivement et puis générer des runs comme ça, c'est-à-dire en empêchant l'adversaire de scorer. Donc on est vraiment sur une équipe à la philosophie très défensive qui faisait un peu ce qu'elle pouvait en attaque. Oui. Et qui a été championne à la fin. Ouais. C'est ce profil-là que je veux dire où là on pousse à outrance le petit dicton genre offense wins game and defense wins championship. Là on le pousse. Pour moi, c'est un des exemples où on le pousse le plus à l'extrême. C'est-à-dire que, même s'ils ont amélioré un peu leur attaque en play-off, ça restait une équipe pas si ouf en attaque. Elle a surtout été clutch, et souvent elle est restée dans les matchs grâce à sa défense. Oui. En fait, surtout. Et donc, est-ce qu'il y a tellement d'autres profils que ça, dans le même genre, je veux dire, dans l'histoire NBA? Parce que par exemple, les Bulls de Jordan. Oui, deux profils différents. Les Bulls de Jordan, les Bulls du premier three-peat, c'est une attaque de malade mental. De malade mental. Mais la défense du second three-peat...
Voilà, et même l'attaque, parce que moi aussi j'aurais eu tendance à dire comme toi. Et là j'étais sur les stats. Non, mais c'était très fort des deux Bon côtés. après, bon évidemment en 95-96, bon ça de toute façon ils Et sont premiers en t'es attaque. le meilleur premiers en bilan de défense. l'histoire de l'humanité. Mais avec après, la saison d'après qui est énorme aussi, hein, il y a 69 victoires. victoires. Meilleure attaque encore. Mhm. Et défense encore top 5, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Mais C'est il y a une très grosse défense. Hein. Il y a un modèle là-dessus. On venait de parler des Lakers qui avaient été champions en 2000 et qui donc traînent un peu des savates en 2001. Ouais. Les Bulls sont insupportables, irrespirables en 96 et lèvent un peu le pied Ils lèvent jusqu'en le pied, avril. ils sont 4ème défense du coup. Oui, mais Ils sauf lèvent le que, pied. tout à fait. Mais J'aime sauf bien. qu'à partir du 12 avril, J'étais pas motivé. mais sauf qu'à partir du 12 avril, c'est vrai. Mais à partir du 12 avril, les mecs disent au fait, stop, reprenons nos bonnes habitudes. C'est ça. Et donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les ratings de saison régulière nous donnent des tendances. Des tendances qui vont... À prendre avec des grosses pincettes. Mais oui, mais ça reste des tendances quand même. C'est-à-dire que des équipes archi dégueulasses ou vraiment pas assez fortes en défense ou pas assez bien organisées, pas assez disciplinées en attaque et qui arrivent en play-off, et ben souvent ça se voit. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que tu vois les Pistons de 2004, ils sont pas devenus une équipe offensive de fous furieux, de malades mentales Non, tout à en fait. play-off. Ils ont continué à jouer sur leurs points forts, grosse défense ultra dure et on cherche le collectif, on cherche à rester dans le match et à jouer les gros tirs de Rip Hamilton ou de Bien John sûr. Billups pour gagner des matchs. Mais c'est pour ça que ça va être intéressant après dans la grosse réponse, c'est que tu vois, où s'il y a des éléments sur lesquels je vais être d'accord avec toi et d'autres sur lesquels j'ai pas forcément un avis, c'est que oui, les Pistons, c'est un cas là très précis et pertinent. Encore faut-il détailler ce qui s'est passé mois par mois, parce qu'en milieu de saison, les mecs chopent Rachid Wallace. Et Ah, que en donc, plus. ce qui se passe entre octobre et février n'est Oui, pas tout du à tout la fait. même de février à avril. Mais donc, pour passer sur autre chose, notamment sur le contexte, vu que là on en parlait, Oui. je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, des équipes avec des très très bonnes attaques, très très fortes, Ouais. si elles ont une défense vraiment pas bonne, on va souvent les prendre un peu pour des clowns. C'est-à-dire qu'on va dire équipe pas sérieuse, quoi. Et puis souvent, ils vont avoir des galères parce que le jour où les tirs rentrent pas, sur quoi ils s'appuient pour gagner des matchs. Tout à fait. Alors que j'ai l'impression que lorsqu'on voit une équipe qui défend très sérieusement, mais qui a un petit peu de galère en attaque, on la prend plus au sérieux. C'est pour ça que je voulais ton avis là-dessus, c'est que j'ai l'impression dans le conscient collectif que Mais- si tu as une très très bonne défense et des grosses lacunes offensives, on va davantage te prendre au sérieux que si tu as une très très grosse attaque avec des lacunes défensives. Pour une raison assez simple et qui se revoit assez souvent dans l'histoire, mine de rien. Et pourtant, moi j'adore le basket offensif. Hein. Mais avoir une bonne assise défensive tout au long de l'année, c'est moins aléatoire une fois venu le temps des playoffs et donc venu le temps de gagner les titres. C'est moins aléatoire que avoir une super attaque qui a cartonné toute l'année. On le sait. Une fois que les défenses d'en face se resserrent, une fois que les calls sont plus les mêmes, une fois que tu as plus de jeux sur demi-terrain, que tous les joueurs sont beaucoup plus motivés, que les noyaux aussi, genre le banc joue moins, Ah. donc on est plus sur des noyaux de 7, 8, allez 9 joueurs à tout péter et tout, on le sait, on voit des équipes qui arrivent avec des attaques de fous furieux en play-off, et puis bah en play-off... ah bah dis donc, Robert il shootait à 52% en régulière, putain il est à 42 là, %, là. Et là Ok. ça fait des grosses différences. Ouais. Alors qu'une équipe qui arrive avec une belle assise défensive, le front court, le back court, tout le monde est organisé, les rotations ont bien marché pendant 80 matchs et tout, ils arrivent, il n'y a pas de raison que cette assise défensive, sauf si les mecs perdent leur concentration, s'énervent, un cas de blessure, j'en sais rien, mais sinon, quand tu es dans la continuité, on l'a vu récemment avec des équipes qui avaient un peu de mal en attaque et qui se mettent en route où les stars sont un peu en demi-teinte. Salut les Lakers. Miami l'année dernière. Miami. Miami l'année dernière. Hein. T'as pas du tout de continuité sur 80 matchs. T'as pas de continuité Enfin, offensive. Et même dans l'effectif. Enfin, je veux dire, les Défensive mecs, un peu plus parce que c'est une équipe à la culture parce que défensive. c'est la culture défensive. Tout Donc, à fait. Dès que t'arrives le 12 avril, Mais je On pensais n'a pas même le encore bouton, plus aux Lakers. Tu vois, les Lakers l'année dernière, leur régulière, LeBron il rate pas mal de matchs, Anthony Davis il rate pas mal de matchs. Du coup, forcément, ton attaque, bah, c'est compliqué. En revanche, leur assise défensive, elle existait. Et quand ils sont arrivés en play-off, ils ont pu s'appuyer sur une défense pas si mal organisée que ça, là, sous la houlette de Darvin Ham, autour d'Anthony Davis évidemment, mais avec un LeBron qui, venu le temps des playoffs, va commencer à se battre au rebond, Rui Hachimura, on l'envoie sur des sales missions et tout, tu vois. et c'est Et du coup, leur attaque,
elle n'est pas devenue génialissime. Après, ils ont 2 joueurs offensifs de élite. Donc ça aide vachement. Mais ils ont construit leur run. Après, ils sont pas allés au bout. Ils sont pas allés au bout, mais ils sont allés jusqu'en finale de conf. Ils ont construit leur run sur une assise défensive et une attaque. Allez-y les stars. Je schématise un peu, mais il y avait de ça. J'entends. Encore une fois, je prends des pincettes parce que quand on sera dans la grosse réponse, moi je vais pas déroger à cette règle. Attention au contexte des équipes dont on parle. Si on parle de toute une saison sur une franchise et qu'on sort des ratings, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Il faut qu'on évolue, je pense, même en termes de médias de basket et tout. Il faut prendre les dynamiques. Ah oui. C'est-à-dire que c'est impossible de parler des Lakers, de Westbrook et pas de Beverley. Par contre, quand tu parles de Hachimura, de Vanderbilt et de tous les mecs qui sont arrivés à la deadline, c'est pas du tout la même franchise. D'ailleurs, le mois de mars, c'était une très bonne dynamique et pour les les mecs Lakers. ont fini, tout à fait. Les 10 derniers matchs, on était là, wow, le bilan des Lakers sont en 15-3, c'est incroyable. Ouais. Donc en fait, moi je vois ce que tu veux dire sur la dynamique sur une saison. Je ne sais pas si c'est sur 80 matchs. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses qui sont difficiles à mettre en place en octobre-novembre, mais si tu commences à trouver vers janvier, février, mars, avril, là tu commences à trouver... Moi, il y a les matchs qui me font le plus peur, ce sont lorsque les contenders commencent à faire des dingueries autour de février-mars. Parce que tu sais que les franchises expérimentées, elles se disent mais on commence à y arriver là. mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que une équipe où il y a du talent dedans, mais c'est en train de se chercher offensivement, puis peut-être les blessés, ça joue des tours, donc un peu comme les Lakers de l'année dernière qui vont en finale de conf, ou même les Nuggets des années d'avant. À chaque fois, il leur manquait de Jamal Murray au mauvais moment. Ouais. Eh, dis donc, pour ton attaque, c'est quand même pas la même. Tout à fait. Mais qui par contre travaille avec des Aaron Gordon, des Kentavious Caldwell-Pope, Jokic qui a pas mal progressé en défense, des Jeff Green qui sortent du banc, ou des Bruce Brown, c'est quand même pas des manchots en défense, ces gars-là. C'est des garçons disciplinés et tout. En gros, je trouve ça plus simple, a priori, si t'as du talent, je trouve ça plus simple de trouver les bons trucs en attaque et que l'attaque clique au moment où il faut, plutôt que comme ça, par miracle, ta défense, elle n'est pas dans une bonne dynamique et en play-off, tu vas te mettre à bien défendre. Moi, j'y crois moins à ça et c'est pour ça aussi que je pense qu'on a ce truc inconscient collectivement qui nous fait dire que une bonne défense, parce que c'est pas le bon mot, mais ça s'invente moins. Tu vois, les Suns de cette année, par exemple. Les Suns de cette année, leur attaque, c'est un peu le bordel, là, depuis le début de saison, mais il a manqué Bill, après il a manqué Booker, après il manque Durant et tout. On voit bien que quand les 3 sont sur le terrain, même quand c'est pas huilé et tout, putain, tu scores. Le vrai sujet des Suns de cette année, c'est est-ce qu'ils sont capables, entre aujourd'hui, fin janvier, de tout sur le parquet, et avril, d'être, évidemment, là, tout sur le parquet, et d'avoir une dynamique où il y a un peu de défense suffisamment. Donc, est-ce que c'est avec Grayson Allen et Nurkic autour du trio, ou est-ce qu'il va y avoir plus de temps de jeu d'un Chimezie Metu pour l'impact athlétique, je sais pas quoi, tu vois quel est Frank Vogel, qui est plutôt un coach orienté défensif, Lakers de 2020. Pacers d'avant et tout, bien sûr. Si cette équipe, ce style d'équipe, un peu comme les Mavs par exemple, ce genre d'équipe, si elles sont capables de trouver, soit à travers des trades, j'y crois pas trop pour les Suns, mais les Mavs on sait jamais, soit à travers un travail collectif avec le coach et son staff et les joueurs stars qui se donnent et les bons role-players autour, est-ce que ces équipes sont capables de se trouver une assise défensive d'ici les playoffs ? Parce que si c'est le cas, t'es dans la merde en face. Parce que t'es pas à l'abri de Doncic en feu, de Kyrie, de Booker, Durant et tout. Et c'est pour ça que je trouve que la question elle est intéressante, parce que sans une vraie belle assise défensive, je crois que tu arrives en play-off et très souvent tu as des grosses désillusions, parce qu'en fait dans les matchs où ton attaque marche pas, tu perds à chaque fois ou presque, parce que tu es incapable d'avoir ta défense qui te garde dans le match. Oui. Et le manque de talent, qui pour moi est l'une des sources principales des attaques limitées. Par exemple, tu parlais des Spurs là, qui font pas mal circuler le ballon. Combien de tirs ouverts on voit qui rentrent pas ? Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un sujet. C'est pas mal le talent, ça, tu vois. Tout à fait. Ça, c'est un sujet aussi. Je pense que de toute façon, là, on est rentré dans la réponse. Ah oui. On est rentré très gentiment, donc je pense qu'on va pouvoir basculer là-dessus, à moins que tu aies d'autres trucs sur le contexte. Oui, dans le contexte, je voulais juste rajouter un truc ou deux, parce que j'avais des notes. Je t'en prie. Tu vois les Lakers de Magic ? Oui. Équipe défensive, assez average, en régulière, parfois top 10, jamais élite, et en play-off, ça, c'est des joueurs d'expérience, donc ils se battaient un peu plus, mais pour moi, fait vraiment partie des équipes
très offensives, qui sont allées chercher des titres en faisant ce qu'il fallait en attaque, mais c'est vraiment faisant ce qu'il fallait en défense, mais c'est vraiment leur talent inouï en attaque qui leur a permis très souvent d'aller au bout. C'est un assez bon contre-exemple du dicton Defense win Championship. C'en est un. Dans une autre NBA, dans une autre ère. Ah, c'est clairement une autre ère. Et l'autre note que t'avais ? L'autre note que j'avais, c'est que je trouve ça assez... deux choses. Dans un sport comme le basketball, où le but premier, on le dit tout le temps, hein, c'est de mettre des paniers. Donc c'est l'attaque. C'est de mettre le ballon dans le panier, ce qui est un sujet d'attaque. Dans ce sport-là, mettre le ballon dans le panier, c'est le but premier. On le dit toujours, l'un des premiers trucs qu'on regarde tous chez les jeunes joueurs, c'est il shoot bien, regarde, il drive bien. Quand même, c'est quasiment l'un des premiers trucs qu'on regarde. Les jeux de Fantasy League, les scoreurs, c'est quand même des rois en Fantasy League. Les grandes stars, c'est quasiment tous des énormes scoreurs, enfin, quelques exceptions près et tout. Et pourtant, on est en train de dire que pour gagner, par contre, défense et collectif, s'il vous plaît. Bah oui. Non mais c'est quand même assez intéressant. Bah, c'est surtout que c'est pas sexy. Mais donc, c'est pas sexy à l'œil des gens. Le pas sexy fait gagner. Non mais attends. Ça, on pourra en faire une grosse question. Hein. Bien sûr. Ouais. Parce que en vrai, c'est beaucoup moins. Moi, ça me fait de l'effet, pour pas dire un autre terme, quand je vois des équipes très très bien défendre et des joueurs très bien défendre. Mais pour la machine à étoiles et pour la machine à vendre, quand nous on fait un top 10 des joueurs les plus beaux à regarder, ni toi ni moi, on n'a pas mis Marcus Smart en pression tout terrain. Hein. Il y avait pas Mutombo. Pourtant, on a mis KD et Kyrie parce que quand tu les vois avec le ballon dans les mains, on se retrouve dans un truc de c'est beau de marquer, c'est joli, c'est sexy, et c'est même chouette. Dans les plus grandes actions que tout le monde retient, genre c'est quoi ton action de tous les temps que tu vas retenir? Donc les mecs vont te dire le shoot de Jordan en 98, le shoot de Ray Allen, mais il y a The Block de LeBron, il y a The Steal de Bird. Non mais tu vois, bien sûr. I'm steal the ball, tu vois. Il y a The Choke de Karl Malone. Ouais. Défense, hein. On retient que le shoot, mais cette action n'existe pas sans une grosse défense. Sans une grosse défense, elle n'existe pas. Non mais complètement d'accord. Mais il a fait la balle, Karl. Donc c'est quand même, tu vois, mais demain si on doit faire un top 100, si on doit faire un top 100 des actions les plus iconiques, un top 100 des actions les plus iconiques de l'histoire NBA. Ça pourrait être marrant à faire. 100, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être un peu long. Non, t'inquiète. Mais ça peut être rigolo. Combien d'actions défensives vraiment il y aura? Ça va être 10, plus compliqué. 15? Ça va être plus compliqué. Non mais t'es d'accord? Oui, je peux pas te donner de chiffres, mais ça sera plus compliqué. Non, tu peux pas me donner de chiffres parce qu'il faudrait qu'on fasse le top 100 pour ça. Mais t'es d'accord qu'a priori, ça va pas être du 50-50? Non, c'est sûr. Hein, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et deuxième question, là, voilà, c'est un peu, tu vois, tu vas comprendre pourquoi je te la pose. Donc si c'est vraiment la défense qui fait gagner les titres au basketball, comment ça se fait que certains grands coachs, voire des génies du coaching, qui ont inspiré plein d'autres coachs derrière eux, les mecs se sont concentrés quasiment que sur l'attaque? Je pense à, Don Nelson, Mike D'Antoni, ce genre de type là, tu vois, qui n'ont rien gagné du coup, n'ont pas gagné. On a souvent critiqué les équipes de Mike D'Antoni ou de Don Nelson pour leur manque d'implication défensive, de discipline défensive, en disant bah oui, mais c'est comme ça que tu meurs avec tes idées, quoi. Puis en gros tu meurs parce que tu ne gagnes pas de titres. Comment ça se fait que ça perdure, tu vois? C'est juste pour la beauté du truc? Il n'y a pas un assistant qui est capable de leur dire quand même, c'est génial ce que tu fais en attaque, mais... Il y a toujours un assistant qui est là pour te dire les choses, mais je pense que déjà, Après, Mike D'Antoni n'est pas passé loin. Hein. Je suis moi très content de voir que dans ce sport, comme dans d'autres sports, on pourra en parler, il n'y ait pas une seule vision de manière de faire. Il y a des coachs et des staffs qui comprennent bien que le basket, c'est pas une science précise où il faut absolument cocher telle case et c'est sûr que tu vas gagner le titre. On en a parlé la dernière fois, il y a une part aussi de chance et d'aléatoire, et donc il y a aussi des coachs qui se disent bah tu sais quoi, moi je pense que si on tente cette route offensive, on va changer le jeu. Et donc quand tu te retrouves devant les années 2000-2010 et tous les analystes qui disent on ne remporte pas un titre sur du jump shot, et bien d'avoir justement des coachs qui disent on aura certes une assise défensive, mais par contre offensivement on va faire un truc qui n'a jamais été fait par le passé, construire autour d'un meneur shooter. Tu parles des Warriors là? Tout à fait. Non mais Preuve, tout à fait. Le constat c'est qu'ils ont eu raison de faire ainsi. Ils n'auraient pas pu y arriver sans avoir une bonne défense, mais ce que je veux dire par là c'est que des mecs comme Don Nelson, comme Mike D'Antoni, comme d'autres, moi je comprends leur état d'esprit, c'est que les mecs à un moment ils se disent
Ok, vous êtes sympa. La défense, si on se motive un peu, j'ai un bon mec du staff, il va faire le boulot. Par contre, dans des situations à 99-99 avec 8 secondes à jouer, on vient d'en parler en off au moment où on commençait à tourner, quand tu vois le shoot de KD face aux Bulls. Tu peux faire tous les plans de jeu de la terre défensifs, Non, c'est sûr que la Jordan si en face... tu as un scoreur élite ou un mec incroyable, la question elle est répondue. Merci, à lundi prochain. Si Lillard te fait un sidestep de 10 mètres... Désolé pour ta défense. Et tu vas dire, mais je comprends pas, on était top 3 rating défensif d'octobre à avril, tu vois. Non, t'es obligé de prendre en considération le fait qu'il y a des coachs qui se disent, attends, moi si j'ai cette arme-là et que je peux me retrouver dans cette situation, je ne serai pas en situation d'infériorité. Et donc moi je peux comprendre, pour répondre à ta question, qu'il y ait des entraîneurs qui se disent, attends, mais moi ma place dans l'histoire, ça sera pas Larry Brown, ce sera pas... des coachs de mentalité défensive folle furieuse. Phil Jackson, il était très défense. Hein. Tout à fait. Chuck Daly, bien sûr. Chuck Daly, évidemment. T'as des coachs comme Pat ça, très défensifs. Pat Riley, où tu te dis, bah, ok, ouais, c'est bien, ça gagne des trucs, mais moi, je veux aussi, je sais pas, faire kiffer les fans, avoir des grosses attaques, et puis les défenses, bah, un jour, on aura l'occasion, je pense, d'en faire une grosse question, mais il y a plein de joueurs qui parlent de savoir aussi combien de joueurs en NBA jouent vraiment sérieusement ou pour le lifestyle. Ça, par exemple, c'est un autre sujet, tu vois, c'est-à-dire défendre, ça demande un niveau de professionnalisme, d'investissement collectif dans le projet sur plusieurs mois. Dans le cambouis, faut mettre les mains dans le cambouis, c'est chiant. Ouais. Et donc, il faut avoir cet investissement-là. Une bonne attaque, tous les ans, il y a 450 joueurs qui peuvent arriver en NBA et peuvent être suffisamment talentueux offensivement. Bien défendre, je pense qu'on en parlera dans la grosse réponse, c'est un peu plus tricky, quoi. La grosse réponse alors, tu veux y aller ? La grosse tentative de réponse à cette grosse question, défense versus attaque, qui gagne vraiment les titres. Toi, c'est quoi ta réponse ? C'est la défense qui gagne les titres pour toi ? Je demande. Hein. Historiquement, je ne peux pas concevoir qu'on prenne une équipe au sérieux si, au moment d'arriver en play-off, elle a des fortes capacités défensives. Elle n'a pas. Elle n'a pas des capacités défensives. Je n'irai pas de manière aussi brutale à dire t'as pas de défense, tu gagnes pas de titre, parce qu'après en plus ça veut dire quoi ne pas avoir de défense. Enfin, il y a des défenses qui sont plus ou moins bonnes, tu peux être plus ou moins verrou, mais avoir une base défensive, je pense que c'est une condition sine qua non. Donc ça veut dire quoi une base défensive ? Ça veut dire que à minima ta défense elle est capable d'être average, un peu plus quoi. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire ? Exactement. Et ça veut dire que quand on se casse la tête, pour pas dire autre chose, en septembre-octobre tous les deux à faire les 30 premiers en 30 jours, et qu'on parle de certaines dates importantes et certains matchs importants qui sont entourés sur le calendrier, c'est voir si ces équipes, face à l'élite, sont capables de montrer des choses. Parce qu'une équipe qui défend très très bien face à des équipes élites, et qui après a la flemme, on n'aime pas, mais qui fait la flemme, ça fait baisser les ratings, face à mais elle a montré qu'elle était capable. Mais elle a montré qu'elle était capable. Et donc du coup, ça me rassure dans comment je vais approcher les playoffs. Et puis après, il y a le concept de série aussi. C'est-à-dire qu'une équipe qui n'a pas une bonne base défensive, ça va être beaucoup plus dur pour elle de s'ajuster de match en match. Ouais. Alors que quand tu as une vraie base défensive, peut-être que de match en match, l'équipe adverse va avoir de plus en plus de mal à scorer sur toi. Tout à fait. Je un autre exemple, juste, je suis passé en téléphone, je regarde juste un autre exemple pour aller dans ce sens. Ouais, vas-y, ça existe. Oui. Après... Regardez, excuse-moi, vas-y. Exemple incroyable. We Believe, les Mavs. Saison incroyable des Mavs. Oui. 67 victoires, 15 défaites. Deuxième attaque, 5e défense. Les mecs, ils ont tout ce qu'il faut, etc. Lourd. Tout à fait. Ils ont toutes les cases, elles sont cochées, etc. Si c'était une science infuse, on se dirait... Science exacte. Pardon. On se dirait, putain, mais c'est sûr, les mecs, ils vont démonter les Warriors. Sauf que la dynamique montre sur les 15 derniers matchs que Ed Nelson, il n'est pas en train de nous monter un cheval de Troie, là, de malade mental pour affronter les Mavs. Parce que la dynamique, du coup, casse tous les ratings que tu as pu avoir de octobre à avril, en fait. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est leur attaque qui leur a fait défaut contre les Warriors de We Believe, ou c'est plus leur défense qui a craqué ? C'est tout un... Ils se sont fait craquer par Don Nelson. Ça, et puis après, c'est mentalement, il y a plein de choses. Donc, mentalement, si ça t'impacte, t'as une moins bonne attaque, parce que mentalement, si t'es moins dedans, tu rentres moins tes shoots. Donc, dire qu'il est mis au pilori. Mais est-ce que ce que t'as dit pour la défense marche aussi pour l'attaque ? C'est-à-dire que, même si t'as une défense de fou furieux, est-ce qu'il te faut pas quand même une attaque un peu average, voire plus, pour espérer gagner ?
Parce que finalement, dans les exemples qu'on prend là dans l'histoire, les défenses de fous furieux, genre les Bulls là, de Jordan qui défendaient ultra bien, en fait on se rend compte que si tu regardes les ratings, ils attaquaient encore mieux qu'ils ne défendaient en termes de ratings. Bon, les Lakers du Showtime, là clairement ils attaquaient nettement mieux, mais même les Lakers de Shaq et Kobe qui ont eu des années où ils défendaient très bien et les années où ils défendaient pas bien en régulière, en fait ils défendaient très bien en playoff. Par contre la constante c'est que leur attaque elle est injouable, parce qu'ils ont un one-two punch de fous furieux avec au milieu d'une attaque en triangle menée par Phil Jackson, c'est l'enfer à défendre. Donc voilà, j'allais poser une question. Le hit des Tres Amigos là. Ouais. Défense très solide voulue par Spoelstra et tout, mais offensivement, entre Chris Bosh qui commençait à écarter LeBron et Wade qui étaient dans des primes de fous furieux, donc quasiment indéfendables chacun en 1 contre 1, en plus son collectif, enfin bref, voilà. Donc, à mon sens, moi, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que une défense, même élite, elle va avoir du mal à être championne si en attaque, c'est pas... Alors, peut-être pas élite, du coup, on a l'exemple des Pistons en 2004, on doit avoir quelques autres exemples dans l'histoire de défense élite qui n'avaient pas du tout une attaque élite, mais qui ont été champions. Mais il ne doit pas y en avoir tant que ça. Souvent, tu as une attaque dans le top 10 ou pas loin, en fait. Tu as une attaque forte. T'as pas l'attaque élite, mais tu as une attaque forte. Et... donc, l'attaque élite sans une bonne défense, elle a du mal à être championne. Là, on n'a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire. Pour le coup, on en a peut-être même pas. Non, bien sûr. Genre des attaques élites avec une défense dégueulasse qui sont champions, j'ai pas d'exemple. Donc, j'allais te poser une question. Je crois pas que j'en ai. Après, peut-être que vous allez me contredire, mais je crois pas qu'il y en ait. Aujourd'hui, au moment où on s'arrête là, Ouais. fin janvier, début février 2024, Ouais. si tu devais miser ta maison, tu la mettrais sur les Bucks actuellement ou sur les Wolves ? Je détaille le profil. Dans le sens Bucks qui attaque hyper bien. Je détaille le profil. Parce que les Bucks, ils ont une réputation défensive à la base, mais pas cette année. Bucks, oui. Hyper attaque, merci, arrivée Lillard, etc. Mais grosse interrogation défensive. Wolves, interrogation offensive réelle, défense de plomb. Je mettrais sur les Bucks cette année, mais parce que je pense que... Mais t'es pas confiant. Non, je suis pas confiant, mais je pense que les Bucks ont la capacité d'être dans les équipes que tu dis, de trouver un peu de concentration et d'expérience en play-off pour faire les efforts défensifs nécessaires, et leur attaque, elle est trop variée, trop relou dans tous les sens. Je pense que les Wolves, toute défense élite qu'ils sont, vont connaître des vrais soucis à cause de leur attaque en play-off. J'entends. Je pense. Et puis il y a un autre niveau d'expérience. Exactement. Mais si je te posais la question, c'est parce que... Non, mais c'est un bon exemple. Parce qu'en fait, ça peut être ça, et on l'a vu en fait l'année dernière avec le Heat, où en fait les Bucks étaient sur une dynamique différente, où ils se sont tapés un Miami Wall en fait. Ouais, Miami Wall, puis bon, Giannis blessé. Hein. Et Giannis était blessé, tout à fait. Et il y a un concours de circonstances qui fait que... Mais je dirais que, à titre perso, on en revient à si on était à la direction d'une franchise et comment on ferait en termes d'ADN, toutes les grosses questions auxquelles on a pu répondre. Les champions de l'ère moderne ont besoin d'avoir une défense de plomb quand il le faut. Et donc ça demande 6 semaines au printemps, 8 semaines au printemps à peu près, et avoir eu des moments pendant la saison régulière où tu t'es montré à toi-même et à ton staff quoi. que tu peux vraiment le faire. Ce que Denver a fait l'année dernière, et on posait la question dans les 30 premiers 30 joueurs, on disait est-ce que dans les big moments, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils vont être capables de montrer qu'ils peuvent défendre le plomb. Et même de match en match, hein. Dans la série contre les Wolves notamment, dans la série contre les Lakers, c'est même pas forcément la plus évidente. La plus évidente, c'est peut-être la série contre les Suns. Oui, tout à fait. Où ils ont mis Aaron Gordon avec beaucoup de double team, des vrais choix, tu vois, genre Okogie, bah vas-y shoot et tout, des vrais choix défensifs, défense intelligente. Mais en mars, un mois et demi avant, t'as Mike Malone qui est en conférence de presse en train de hurler parce qu'il dit « Je sais pas si on est l'équipe sérieuse qu'on est censé être. » Mais parce qu'il y a eu des tests défensifs précédemment et certaines absences où ils ont dit « Les gars, il faut qu'on monte en température là. » Moi, j'ai tendance à être plus en confiance avec les Pistons de 2004 qu'avec des grosses attaques. Pourtant, les Pistons de 2004 sont statistiquement, dans ce qu'ils montrent, une exception par rapport à la plupart des autres champions des années 2000. Ils ont vraiment l'attaque la plus dégueulasse des champions de... Genre, quel champion avait une moins bonne attaque que les Pistons de 2004 ? Eh ben, ça dépend comment on l'a défini, puisque en effet, il y a quelque chose de mensonger dans certains ratings, puisque les Warriors de 2022 ne sont pas une bonne attaque sur la saison régulière. Oui. Ils sont quoi, 20e, 17e ? Oui, mais là, je te parle des playoffs, moi. Hein. Tout à fait. Et en playoff, par contre,
Ça va nettement mieux parce que t'as des certitudes offensives. Tout à fait, mais tu vois, en play-off, sur 16 équipes en play-off en 2004, les Pistons sont même pas dans le top 5 des attaques. Alors qu'évidemment, j'imagine qu'en défensive, voilà, ils ont le meilleur rating défensif des playoffs, sans surprise. Ils ne sont même pas dans le top 5 des attaques. Les Mavs attaquaient mieux qu'eux, les Spurs attaquaient mieux qu'eux, les Wolves de Kevin Garnett attaquaient mieux qu'eux, les Kings de Weber et compagnie attaquaient mieux qu'eux, les Lakers attaquaient mieux qu'eux. Ils ont battu les Lakers qui attaquaient mieux qu'eux, tu vois. Donc ils sont une sorte d'exception, mais c'est une exception hyper intéressante parce que dans le même genre de profil, entre guillemets, des équipes ultra fortes en défense, hyper rugueuses et tout, avec quand même un peu de talent offensif, mais qui n'ont rien gagné, il y en a. Ah ouais. Genre, tu parlais de Pat Riley, regarde les Knicks ou les de Spurs. Pat Ewing des années 90, là. Spurs du début des années 2000. Ils ont gagné. Oui, pardon, champions. tu disais l'équipe. Non. Ouais, je te parle d'équipes ultra fortes, défensivement, qu'on fait des runs de playoff, qu'on fait des vrais runs de Les playoff. Bulls de Derrick. Ouais, il devait être pas mal en attaque quand même. Mais ils avaient une grosse défense. Ouais. De toute façon, les Bulls de Thibodeau, les équipes de Thibodeau en général, elles rigolent pas trop en Les défense. Sonics de Peyton et Kemp. Par exemple, les Knicks de Pat Riley et de Pat Ewing. Clairement, équipe défensivement extrêmement chiante à jouer sur tous les niveaux. T'as des gros défenseurs intérieurs, extérieurs, t'as une organisation, tu vois, tout le monde se donne et tout machin, limité offensivement par moment. Et ils sont pas passés loin, mais il y a des limites offensives. Rockets, on parle souvent du match de... Alors, Rockets, ils ont été champions. Ouais, tout à fait, ils ont été champions, mais avec une attaque moyenne et une très grosse défense. Malade mental, ouais. Et d'ailleurs, une très grosse défense qui a eu raison de la trop faible attaque des Knicks, notamment en 94. Après, 95 contre le Magic, c'est un peu différent. Mais en 94, on parle souvent de John Starks qui se fait contrer. John Starks qui rate complètement son Game 7. Il le rate en attaque. Il le rate pas en défense. Les Grizzlies de Marc Gasol, Mike Conley et tout, bon, mieux, ça fait une finale de conf. Je pense qu'ils étaient un peu limités offensivement, en termes de talent. Défensivement, ils avaient tout ce qu'il fallait. Je pense qu'offensivement, ils étaient un peu limités. C'est pour ça que d'ailleurs, la grosse question, c'est aller jusqu'au titre. C'est pas gagner des matchs. C'est pour ça que je prends les exemples de ces équipes-là, parce que j'ai aussi des exemples dans l'autre sens. Des attaques de fous furieux qui n'ont rien gagné, il y en a plus encore. Il est fan des Suns. Ah voilà, les Suns de Nash, de Mike D'Antoni, attaque de fous furieux. Le Run TMC de Don Nelson, attaque de fou furieux. Le Magic de Shaq et Penny défendait pas si mal, mais pas assez bien. Puis après, peut-être ils sont tombés sur les Rockets, fallait pas les jouer, mais l'attaque était incroyable. Lob City, les Clippers. Les Rockets d'Arden et de Mike D'Antoni, encore lui, tu vois. Après, ils sont mal tombés, on est d'accord et tout, mais le match 7, là, où il n'y a aucun tir qui rentre. Alors oui, on va dire oui, c'est relou, là, les 27 3 points d'affilée de ratés. Donc là, c'est vraiment ton attaque qui te fait défaut, au pire des moments. C'est dans ces moments-là que ton assise défensive doit te servir à rester dans le match. Bien sûr. Je te pose juste une question par rapport à un autre type de phrase qui a souvent été prononcée, au-delà de celle de Michel Jourdain. Donc, l'attaque gagne des matchs et la défense des titres. La meilleure attaque, c'est la défense. C'est souvent répété, ça. La meilleure défense, c'est l'attaque, ou la meilleure attaque, c'est la défense ? Non, mais parce que... Donc, dans les deux sens. Oui. Moi, j'ai l'impression que la meilleure attaque, c'est la défense. Dans quel sens ? Dans le sens où je vais plutôt favoriser une très très grosse défense, puisque très souvent, ça va me permettre aussi de générer mon attaque. Oui. Tu me diras, si tu scores, il y a remise en jeu en face, donc tu peux mieux t'installer en défense. Mais je suis plus, tu vois, je sais pas où toi tu te situes, moi je suis plus, vraiment la meilleure attaque pour moi, c'est la défense, parce que c'est un tel niveau psychologique en plus sur les équipes qui n'arrivent pas à attaquer, c'est d'une frustration absolue de ne pas pouvoir attaquer. Tu peux pouvoir marquer, ouais. Tu te prends 1, 2, 3, 4, 5 stops, c'est violent. Non mais attends, moi là-dessus, en fait, je peux répondre assez clairement. Moi je pense clairement que c'est la défense qui l'emporte. Et que non seulement l'histoire le montre à de nombreuses reprises, je pense qu'on sous-estime un peu trop l'impact des gros joueurs offensifs. Trop souvent on dit oui mais en play-off, va pas rentrer ses tirs. On a quand même énormément d'exemples en play-off où des gros joueurs offensifs, en fait, ils prennent les matchs qu'il faut à leur compte et ils te font un carton de fou furieux au moment où il faut. Et on a tous vu les play-offs de Nikola Jokic. Là, à l'instant, on a tous vu des playoffs, des runs de playoffs de LeBron James ou de Kevin Durant. Ce sont des joueurs, je parle pour les exemples récents. Après, si on veut aller plus vieux, on peut parler de Michael Jordan ou de d'autres gars comme ça. Mais
ce sont des runs de play-off où souvent le gars marche sur l'eau aussi en attaque. Ah mais oui, bien sûr. Mais les équipes qui n'ont pas ça, elles sont en galère. Mais effectivement, pourtant je suis plutôt un gros fan du jeu offensif, à titre personnel. Et si un jour une équipe qui joue à la Mike D'Antoni est championne, je serais le plus heureux. Vraiment, le plus heureux. Mais je suis pas sûr que ça arrivera. Parce qu'en fait, je pense que quand ça devient dur, quand ça saigne, là, quand il faut vraiment mettre les mains dans la boue, les équipes qui ont l'habitude et qui ont la culture de défendre dur, de se soutenir entre gars et de pas forcément compter sur les paniers qui rentrent, mais de compter sur eux pour ne pas que les paniers rentrent en face, c'est ces équipes-là qui créent les gros runs et c'est ces équipes-là aussi qui s'adaptent le mieux tactiquement. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, pour moi, l'attaque et la défense te font gagner des matchs, mais c'est plutôt les grosses défenses qui vont te faire gagner des titres. Clairement. On s'était fait un tout petit virage tout à l'heure en off, parce que vous savez qu'on aime bien faire ça dans la plupart des grosses questions sur d'autres disciplines. On aime bien parfois un peu taper dans d'autres terrains, qu'ils soient gazonnés ou en bois ou en terre battue ou en ne sais-je. On déconnait là tout à l'heure sur le foot. Moi, comme je t'ai dit, j'ai moins de connaissances et de souvenirs, mais j'ai grandi avec une phrase qui m'était toujours marquante, c'était que le Pays-Bas a une attaque extraordinaire et ils vont jamais rien gagner. C'est vrai. Non mais tu vois, moi j'ai grandi avec ça, c'était incroyable. Moi j'étais là genre, ouais, incroyable. Van Persie, comment il s'appelle le gars qui était à United Van Nistelrooy, tout à fait. Enfin, il y avait des gars de dingue. Ça m'était... Non mais même la génération Seedorf, David, c'est tout, elle a rien gagné. Mais... Enfin, c'est parce qu'ils s'entendaient pas et qu'il y avait du racisme, enfin, c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Mais au contraire, comme vous le disiez, entre Grèce, Italie et d'autres, des grosses defs qui gagnent, il y en a quand même. Alors, quoi, il y en a plus en majorité. La Grèce de 2004 est à mon avis un ovni total, c'est-à-dire que ça gagne. Personne n'a compris d'ailleurs. Ça gagne avec un niveau de football que je trouve extrêmement bas, bâti sur une défense dure et tout machin, mais ça gagne, mais c'est un miracle. Les équipes comme les équipes italiennes, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit l'Italie en tant que sélection nationale qui gagne en se basant sur une grosse défense, et une fois que tu as marqué un but, bim, catenaccio, il n'y a plus rien qui passe et tout, façon Milan AC, ou voilà, les clubs français, on en a pas mal souffert d'ailleurs de ça, en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe d'une manière générale. Ça, il y a pas mal d'exemples, mais même la France, même nous, la France 98. de 98, c'est une équipe avant tout défensive, avec des bons attaquants, des mecs capables de marquer. Il y a quand même Zidane, Djorkaeff, qui sont parmi les meilleurs milieux de terrain du monde, tu vois, à l'époque, qui marquent pas mal de buts, qui sont capables de créer, mais c'est vrai qu'on vendange et que c'est notre défense qui est absolument imprenable. Les Allemands ont souvent gagné avec leur défense, ils ont gagné une Coupe du Monde avec une attaque de fous furieux, les Allemands, en 2014. Ouais. 2014 ? Ouais, 2014. Même 2014 ou 2012 avec Müller et tout. Ouais, avec l'époque Gerd Müller et tout, c'est vrai que ça marquait beaucoup de buts. C'était en quelle année le 7-1 là, face au Brésil là, c'est 2010, 2012 2010 C'est 2014. 2014 ouais, non je sais pas moi. Si, c'est 2014 pour moi ça, le 7-1. Le 7-1 c'est 2014 parce que c'est au Brésil. C'est pas au Brésil qu'ils leur mettent 7-1 ? J'aime bien parce que quand tu tapes Brésil-Alm sur Google, ça fait 7-1. Vous êtes dans le 71, 2014. Ouais, c'est ça. Donc, au football, tu vois, par exemple, parlons du Brésil. Football offensif, par définition. Football samba. Ils ont 3 étoiles quand même, non ? Ah, il y a de l'étoile, oui. Puis ils ont eu mais on oublie tout le temps qu'ils ont eu des sales équipes bien défensives, avec des Romario, des Bebeto, des mecs comme ça en attaque qui te faisaient des miracles avec une demi-occasion. Mais en fait, les équipes à l'époque, c'était Dunga, le capitaine et tout, les gros défenseurs centres, les mecs dans les couloirs, des bons gardiens. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que dans le football, c'est un peu la même que... Alors, avec des éléments statistiques évidemment complètement différents du basket, mais c'est un peu la même que là, de ce qu'on vient de raconter dans le basket, c'est-à-dire que alors aller gagner des Coupes du Monde ou des Ligues des Champions sans une grosse assise défensive, j'ai du mal à y croire. Alors que par contre, en ayant peu de réussite offensive, mais ton gros buteur qui te met les buts qu'il faut au moment où il faut, je pense que c'est encore plus marqué dans le foot. Je pense que dans le foot, tu peux encore plus t'en sortir avec une défense en acier forgé aussi, et juste ton attaquant. 1-0 avec tu doublé de Thuram, enfin t'es là genre... Ah oui, bon ça c'est... Bah oui, mais
Bah oui, mais non, mais t'as besoin d'accord. aussi de certains exploits. C'est que t'as besoin de marquer que 1 ou 2 fois si t'as une grosse assise défensive. Mais l'Inter de Milan de Mourinho, qui joue complètement défensif et tout. Après, on oublie qu'au match aller, ils ont mis pas mal de buts, mais qui fait jouer des joueurs offensifs. Il les fait jouer vraiment bas et dans des situations défensives. Et après, c'est le talent en attaque sur une action, la bonne passe qui fait la différence, encore plus qu'au basket. Parce qu'au basket, pour que ton attaque fonctionne, il faut répéter les actions de qualité offensive. Plein de Au fautes, football, dans l'absolu, tu peux avoir très peu la possession, être bien placé en défense avec tes deux lignes, ta ligne défensive, ta ligne de milieu, laisser qu'un seul mec en pointe. On voit de plus en plus d'équipes le faire. Et en fait, avec la profondeur, avec la vitesse et la technique de certains joueurs, tu as des équipes qui gagnent 2-0, mais elles ont eu même pas 40% de possession de balle et elles ont tiré 4 fois au but. Ça, au football, c'est possible. Au basket... Il y a un moment où si tu marques vraiment pendant, je sais pas, 5, 6, 7, 8 attaques de suite, t'es pas foutu de faire rentrer un ballon dans le panier. Même si tu défends bien, il y a moyen que tu sois largement derrière au score. T'es d'accord, bien tu sûr. vois. Je crois que la nuance est moins évidente. Tout à fait. Je crois que je laisserai aussi les poteaux du handball. Moi, je laisserai un petit peu parler parce que ça, moi, j'y connais moins. Mais je sais que, par exemple, là, pour avoir suivi un peu la Coupe du Monde de rugby, les AF Sud étaient complètement terrifiants défensivement. Et il y a des matchs où t'es là, genre... t'as peur alors que t'es derrière l'écran, tu vois. Donc je pense que la spécificité propre au basket, comme tu le disais là, c'est qu'il faut répéter parce que tu gagnes pas un match de basket 2 ou 4-0. Faut scorer beaucoup. Mais on est quand même assez d'accord sur la grosse réponse que... J'espère pour tes Suns que vous allez trouver une vraie assise défensive, sinon on sait vers où vous allez. Ouais, tout à fait. Les Mavs aussi, je pense. Les Mavs de Doncic et de Kyrie. Ouais. Faut qu'ils trouvent une assise défensive sérieuse. Alors que si sur 6 à 8 semaines, Milwaukee fait quelques moves et trouve la faille défensive, on se dira attention aux très gros contenders. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent ? Peut-être. Ouais. Faut voir. Et à contrario, pour rester sur la NBA actuelle, je pense que les Wolves sont encore un peu justes offensivement pour espérer vraiment être contender. Un peu. Pour être contender, pour être favori plutôt. Ils sont contenders. Mais pour aller au bout, il y a des équipes qui risquent de... Oui, c'est des équipes qui vont avoir du mal à scorer face aux Wolves, mais en fait, elles vont trouver les bons trucs pour faire en sorte que les Wolves, en fait, ils aient vraiment une attaque bien annihilée, et ça risque de leur jouer des tours. Dites-nous ce que vous pensez de cette grosse question. Quelle est votre réponse ? Attaque ? Défense ? Qu'est-ce qui gagne vraiment les titres ? Est-ce qu'il y a une équipe, là selon vous, qui va débarquer et changer la donne ? Attention, parce que là on se base sur quelques années d'histoire, mais un sport n'est jamais arrêté, il peut y avoir des contre-exemples, il peut y avoir des changements de tendance. Il y en a déjà quelques-uns, hein. Mais on attend l'équipe full attaque, qui fait vraiment peu d'efforts défensifs, ou qui collectivement encaisse énormément de points et qui va réussir à aller au bout. Ce qui se passe en ce moment dans la NBA actuelle pourrait le donner. On voit des équipes... J'espère qu'il y a un plan très clair, Rick Carlisle, parce qu'on va pas dans cette direction. On peut se marrer. Une équipe à la Pacers, là ? Aujourd'hui, t'es là, fuck yeah, tu prends les Knicks ou les Pacers sur une série et tu vas être là, Total Attack Indiana, ou quand même Verrou, G, Mitchell Robinson et compagnie en défense, c'était là ça genre... peut faire une sacrée opposition. C'est qui gagne cette série, parce que... Sauf qu'Indiana, contre une équipe qui défend pas tout mal, et qui a une attaque qui va profiter de la défense quand même vraiment faible des Pacers, je pense qu'ils sont en galère contre plein d'équipes. Tu vois, genre les Cavs, les Celtics évidemment. Orlando même. Ouais, hein. Ah non, Orlando, ils attaquent pas assez bien justement, je pense. Je pense qu'ils peuvent être sous l'eau. Ça va venir. En tout cas, ils ont une belle base défensive. Oui, mais là, pour le coup, il faut la travailler, ils sont trop courts. Tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Bien évidemment, attaque versus défense. Léon, Alex et Bibi, on vous souhaite une excellente semaine. Proposez vos sujets évidemment dans les commentaires. On vous fait des gros bisous. Et on se retrouve très vite évidemment pour voir si ça avait du sens lors des prochains playoffs. Ciao. À la prochaine. Ciao.